pour une petite vidéo sur le genre dont ne badine pas avec l'amour. On va donc se demander si on peut rattacher cette pièce de théâtre de Musset à un genre littéraire en particulier. Tout d'abord, nous allons insister sur la fantaisie que représente cette pièce de théâtre qui, je vous le rappelle, n'était pas au départ destinée à la représentation. C'est pourquoi nous allons parler de la fantaisie d'une pièce à lire dans un premier temps. En effet, rappelez-vous que Musset a été totalement frustré et déçu par la réception de sa pièce La Nuit vénitienne, qui a connu un véritable tollé, il s'est fait siffler, et donc à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus faire représenter ses pièces sur scène, et il décide d'écrire des pièces uniquement pour la lecture, qu'il va regrouper dans un recueil qui s'appelle Un spectacle dans un fauteuil. En décidant ainsi de recourir à un théâtre à lire et non pas à représenter, il va donc être totalement libéré des contraintes scéniques. Il ne va pas avoir ces contraintes de changement de décor, par exemple, de changement de costume, même de la durée des pièces, etc. Donc il va être beaucoup plus libre de ce point de vue-là. Et ce désir de liberté transparaît dans la façon même qu'il a de dénommer cette pièce. Il parle d'étude ou encore de fantaisie. Donc on voit bien ici l'importance de l'imagination dans la rédaction finalement de cette pièce. Alors, si on s'intéresse justement à cette liberté qu'il va pouvoir prendre vis-à-vis des contraintes et des règles théâtrales, on va pouvoir se focaliser sur différents aspects. Déjà, on remarque que, comme une pièce de théâtre traditionnelle, on a une division en actes et en scènes, mais que celle-ci ne correspondent plus à l'entrée et à la sortie de scène des personnages. Ça, c'est l'une des nouveautés du 19e siècle que l'on retrouve aussi parfois dans le drame romantique. Et en effet, vous pouvez le voir à différents moments dans la pièce. Par exemple, vous allez avoir un dialogue dans la scène 2, le salon du baron, on a le baron, maître Briden et maître Blasius. Dame Pluche sort, pour autant on ne passe pas à la scène 3. D'accord ? Et on a ça vraiment à plusieurs reprises qui va constituer un ensemble de tableaux finalement au fil de la pièce. Au niveau aussi de la règle des 3 unités. Alors, on l'a rappelé ensemble en cours, mais la règle des 3 unités était une règle qui prévalait au XVIIe siècle notamment. On distinguait donc l'unité de temps, l'intrigue de la pièce ne devait pas dépasser 24 heures, l'unité de lieu, donc tout devait se passer dans un seul espace, et l'unité d'action, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une action principale pour faciliter la compréhension du spectateur. Si on ne badine pas avec l'amour, l'unité de temps n'est pas respectée, puisque l'intrigue se déroule sur 3 jours, notamment en raison des hésitations de Camille quant au jour de son départ, et de son départ ou de son non-départ. L'unité d'action, quant à elle, est globalement respectée. On a bien cette histoire de cœur entre Perdiccas, Camille et Rosette, mais parallèlement à cette histoire, on va avoir l'intrigue qui concerne les grotesques, les personnages fantoches, qui vont constituer finalement une sorte de miroir de la lutte amoureuse des héros, puisque que ce soit Perdiccas et Camille qui sont gouvernés par leur vanité, par leur orgueil, qui les conduit à se mentir, à manipuler autrui et notamment à faire de Rosette un objet. Les grotesques comme Maître Blasius, Maître Briden ou encore le baron et Dame Pluche sont aussi très gouvernés par cette vanité, puisque par exemple Blasius et Briden se chamaillent pour occuper la meilleure place à la table du baron. Le baron n'est préoccupé que d'argent et que de paraître, etc.
Au niveau du lieu, on a de multiples lieux qui vont être évoqués, par exemple la place devant le château, la fontaine dans un bois, une salle à manger, etc. Donc on voit bien que là, on est très très loin de l'unité de lieu, et néanmoins, ces lieux vont avoir une valeur symbolique. Et on va opposer d'un côté les lieux naturels, qui vont renvoyer de manière métaphorique à l'enfance et à cette nostalgie de l'enfance, et aussi à l'harmonie entre l'être et la nature. Et le personnage de Rosette est très lié à ces espaces naturels. Et d'autre part, on va avoir les lieux de sociabilité qui vont être le plus souvent des endroits de conflit entre les différents personnages. Et on remarque aussi très souvent qu'on a face à ces espaces naturels qui sont des lieux ouverts, des espaces plutôt clos, et qu'au fur et à mesure de la pièce, on va aller vers de plus en plus d'espaces fermés, comme si les personnages étaient de plus en plus à la fois enfermés dans un piège et à la fois tournés vers leur intériorité et la sincérité de leurs sentiments qui éclateront dans le lieu final qui est l'oratoire. Au niveau du lieu, autre aspect important, on a un cadre qui est quand même flou. On n'a pas un lieu géographique précis qui nous est donné. Et quant à l'époque, on nous évoque ça peut évoquer vaguement l'Ancien Régime, puisqu'on a des nobles, on a des classes inférieures qui sont souvent qualifiées d'enfants, de vassaux, etc. Et on remarque aussi ce poids de la religion et de l'éducation. Néanmoins, il n'y a pas d'ancrage spatio-temporel précis, ce qui peut permettre de donner une valeur atemporelle à la pièce et permet encore aujourd'hui des représentations avec des costumes très modernes et des partis pris très contemporains. Alors, l'une des fantaisies aussi de la pièce, c'est la présence du chœur. Le chœur, hein, non pas C-O-E-U-R comme dans le parcours associé, mais le chœur C-H-O-E-U-R est un héritage de l'Antiquité. D'accord ? Ce chœur, dans l'Antiquité, il occupait la partie que l'on appelle de l'orchestra, et il servait très souvent à commenter l'action, à donner des sortes de prémonitions, de prophéties aux personnages, comme pour les prévenir, en tout cas pour prévenir le spectateur de ce qui allait se passer. Et donc on avait un choreute qui était le chanteur principal, et ce chœur chantait et dansait dans cet espace qui était l'orchestra. Or, ce chœur, c'est déjà quelque chose qui avait eu tendance à disparaître, et les dernières traces que l'on avait dans le théâtre français remontent au XVIIe siècle et aux dernières tragédies de Racine, les tragédies bibliques comme Esther et Athalie. Dans notre pièce de Musset, le chœur il est constitué de villageois, de paysans. Donc on voit qu'il représente plutôt le peuple, et il va assumer du coup différentes fonctions au sein de la pièce. Par exemple, dans la scène d'exposition et dans la scène 3 de l'acte 1, le chœur va servir à présenter les autres personnages. En effet, dans l'acte 1, scène 1, on va avoir notamment une présentation de Maître Blasius qui arrive doucement bercé sur sa mule fringante, et ensuite de Dame Pluche. Donc on va avoir à la fois une description physique. Alors forcément, ça s'explique, puisque si le théâtre n'est fait que pour lire, il faut que le lecteur puisse se représenter les personnages. Et on voit d'ailleurs la liberté que peut prendre Musset. Là, le maître Blasius, il arrive sur une mule, sur un âne, qui à l'époque, au XIXe siècle, aurait pu faire arriver un âne sur scène pour transporter maître Blasius. On voit bien là que le fait d'écrire uniquement le théâtre et de non pas envisager sa représentation donne une grande marge de liberté.
Le cœur va aussi parfois dialoguer avec Perdiccas, parce que Perdiccas, on le voit à plusieurs reprises dans la pièce, est habité par cette nostalgie de l'enfance. Quand il était enfant, il avait tendance à passer son temps justement avec les paysans à jouer et il en a un souvenir ému. Et donc on a à travers ce dialogue avec le cœur cette nostalgie du monde mystérieux de son enfance qui va réapparaître. Le cœur va être aussi celui qui présente Rosette et c'est assez normal puisque Rosette fait partie justement de cette classe paysanne et donc elle fait en quelque sorte, elle a un lien un peu plus intime, un peu plus proche avec le cœur. Enfin, dans la scène 4 de l'acte 3, le cœur va reprendre vraiment cette fonction de prémonition tragique qu'il assumait dans l'Antiquité, avec notamment cette réplique du cœur: la pauvre fille, il s'agit de Rosette, ne sait pas quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Ce qui préfigure, ce qui fait une prolepse, c'est-à-dire ce qui annonce la suite, et donc le décès de Rosette à la fin de la pièce. Par conséquent, on se rend compte que c'est le choix de Musset de faire intervenir un chœur dans la pièce va finalement brouiller les frontières entre les registres comiques et tragiques. D'accord ? Et ça, c'est une des grandes caractéristiques du 19e siècle, qui ne va plus chercher dans le théâtre à respecter cette unité de ton. Autre motif assez fantaisiste, c'est le théâtre dans le théâtre. En effet, on va avoir plusieurs passages dans le texte où les personnages vont eux-mêmes prendre la position de spectateurs. On vient de parler du cœur, le cœur justement peut être un reflet du spectateur et de ce que celui-ci peut ressentir. Il peut se faire l'écho des interrogations, des doutes, des émotions du spectateur. De la même façon, le gouverneur et le curé, donc Blasius et Bryden, vont jouer parfois ce rôle de spectateur puisqu'ils vont observer des scènes. Et en plus d'être spectateurs de ces scènes, ils vont jouer le rôle de délateur, de dénonciateur, en allant rapporter des choses qui en plus la plupart du temps sont fausses parce qu'ils ne comprennent strictement rien à la situation. Par exemple, ils vont accuser Camille d'avoir une correspondance secrète avec un jeune homme qui fait la cour à des gardeuses de dindons, ce qui n'est pas la vérité. D'autre part, très souvent, les deux héros sont observés par des adultes cachés. C'est le cas, par exemple, dans l'acte 1, scène 3. D'autre part, on a à la fois donc ces personnages qui vont être spectateurs et à la fois des personnages qui vont devenir des comédiens. Et c'est notamment le cas des deux héros, puisqu'ils ne vont pas vouloir dévoiler la vraie nature de leurs sentiments. Ainsi, Camille va donc feindre l'indifférence envers Perdiccas, et Perdiccas va faire semblant de courtiser Rosette. Enfin, troisième niveau, si vous voulez, dans ce théâtre dans le théâtre, donc dans cette mise en abîme. Une mise en abîme, c'est quand à l'intérieur d'une œuvre, on va réemployer la même œuvre. Donc là, on est dans du théâtre et on refait des sortes de micro-scènes de théâtre à l'intérieur. On va avoir des personnages qui vont s'octroyer le rôle de metteur en scène. Et notamment dans toutes ces scènes où l'on recourt aux témoins cachés. Alors, on a plusieurs scènes comme ça. On a celle de l'acte 3, scène 3, où Perdiccas va inviter Camille pour mieux que celle-ci le voie courtiser Rosette. Bien entendu, la cour qu'il fait à Rosette, elle est hypocrite, même si celle-ci y croit, naïve comme elle est et ne voyant pas en fait la duplicité de Perdiccas. Mais Perdiccas ne fait la cour à Rosette que pour blesser Camille. Camille qui a blessé son orgueil avec la lettre qu'elle a envoyée à Sœur Louise et où elle disait que ce pauvre Perdiccas, face à son refus de se marier avec lui, a véritablement un poignard dans le cœur, il est au désespoir, il ne va pas s'en remettre. Quand Perdiccas lit cette lettre, il est blessé dans son amour-propre et donc il décide de se venger de Camille en la faisant assister à cette scène de séduction fausse envers Rosette. Camille, elle, va également
recourir à cette technique, à ce stratagème du témoin caché, puisqu'elle va demander à Rosette de se dissimuler derrière la tenture de sa chambre et qu'elle va faire venir Perdiccas pour que celui-ci révèle la vraie nature de ses sentiments, à savoir qu'il n'aime pas Rosette, mais qu'il a plus d'attirance pour Camille. Ça, c'est dans l'acte 3, scène 6. Et enfin, il y a la dernière scène où on a également un témoin caché, mais sans que les personnages, cette fois, soient au courant. Et ils perdent la main, ils ne sont plus les maîtres du jeu à ce moment-là, puisque Rosette s'est cachée de sa propre initiative dans l'oratoire, qu'elle assiste donc à l'ultime dialogue entre Perdiccas et Camille, et que c'est à ce moment-là que Perdiccas et Camille sont véritablement sincères et qu'ils se déclarent mutuellement leur amour. Et bien entendu, Rosette, à qui on venait quand même de promettre le mariage, Perdiccas s'était engagé à se marier avec elle, pousse un ultime cri, puisqu'elle décide de se suicider et que les deux amants vont être séparés à jamais. Donc on voit que dans cette pièce de Musset, on a finalement une comédie généralisée, une hypocrisie qui gagne tout le monde, puisque chacun va jouer un rôle et va donner une image de lui qui n'est pas la vraie. Et paradoxalement, cette comédie généralisée va aboutir à une ironie tragique, puisque quand la vérité éclate enfin, donc quand les masques tombent, quand l'insincérité est là, ça va coïncider avec la mort et avec la séparation finale des deux héros. On peut donc se demander aussi dans un second temps si cette pièce de Musset est une comédie ou pas. Alors, petit rappel au niveau de l'origine du mot, comédie, ça vient du komos, chant du komos. Le komos, dans l'Antiquité, c'était une procession burlesque avec des personnages qui faisaient des blagues, des farces et plein d'acrobaties et qui avaient pour but donc de divertir le spectateur. Et puis la comédie est donc très vite devenue aussi une pièce véritablement destinée à faire rire, à divertir et à faire s'évader le spectateur. Mais bien entendu, on a plusieurs types de comédies. On a des comédies où le rire est assez gratuit, comme dans les farces, mais on va aussi avoir des comédies où le rire va pousser à réfléchir. Et c'est notamment Molière au XVIIe siècle qui va donner à la comédie ses lettres de noblesse et qui reprendra la devise latine d'Horace, castigat ridendo mores, à savoir corriger les mœurs par le rire. D'accord ? Donc en se moquant du ridicule d'un personnage, pensez par exemple à Harpagon dans l'Avare, qui est attaché à son argent, ou à Argan dans le Malade imaginaire, en se moquant de ce défaut de manière excessive, en le caricaturant, le spectateur ne va pas du tout avoir envie de ressembler à ce personnage et va donc s'en détacher, et une morale va donc se dégager de la pièce. Alors, ça c'était pour vous faire un petit rappel sur les origines de la comédie. Autre chose aussi, la comédie, que ce soit là, au XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, elle va toujours mettre en scène des contemporains de l'auteur, et notamment des gens qui sont plutôt issus de la bourgeoisie. Contrairement à la tragédie, on y reviendra après, mais la tragédie, on est sur des personnages qui sont nobles. Alors, pour Musset, il inscrit sa pièce un peu dans deux veines qui peuvent se rapporter à la comédie. La première, c'est celle du proverbe dramatique. Le proverbe, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'était un genre qui était pratiqué dans les salons au XVIIe siècle. Et en fait, on ne donnait pas le proverbe au départ, mais le but était de créer une petite mise en scène et que le spectateur, en tout cas les personnes qui fréquentaient le salon, puissent deviner le proverbe qui était illustré par ces scénettes jouées. Et puis c'est devenu véritablement un genre qui s'est installé, notamment avec Carmontel, mais on en a déjà parlé ensemble. Ici, ce qui permet de raccrocher la pièce au proverbe dramatique, c'est déjà que le titre, on ne badine pas avec l'amour, qui renvoie à une tournure proverbiale, et Musset lui-même classe cette pièce dans les proverbes. D'accord ?
Au niveau des caractéristiques qui permettent de rapprocher cette pièce d'un proverbe dramatique, ce sont les personnages tirés de la société contemporaine, une intrigue qui est somme toute simple, et des dialogues vivants. Pour l'autre veine qui peut rapprocher, on ne badine pas avec l'amour d'une comédie, c'est plutôt la comédie sentimentale du XVIIIe siècle. Et le maître dans ce genre-là, au XVIIIe siècle, c'était Marivaux, qui a écrit par exemple des pièces comme Le jeu de l'amour et du hasard, ou La surprise de l'amour, ou Les fausses confidences encore, qui était au programme l'an dernier. Et dans ces comédies sentimentales, on va retrouver des thèmes récurrents, ce qu'on peut appeler des topoi, T-O-P-O-I, tréma. C'est un terme qu'on a déjà utilisé en cours aussi. Par exemple, donc, dans ces thèmes qui peuvent revenir, on a le thème du mariage imposé. D'accord ? Et là, c'est le cas, puisque c'est le baron qui a décidé de manière totalement arbitraire de marier Perdiccas et Camille. On a aussi le thème de la surprise de l'amour et celui du dépit amoureux. C'est-à-dire le fait qu'on est face à des jeunes gens, des jeunes adolescents qui font en quelque sorte leur éducation sentimentale, qui découvrent ces sentiments-là qui prennent naissance en eux et qui ne savent pas trop comment gérer tout ça. D'accord ? Et face à cet amour, cette passion qui commence à les animer, il y a en plus de ça leur orgueil et leur amour-propre qui vient un petit peu contrebalancer voilà, cette envie de sincérité et de s'ouvrir à l'autre. Et on a ces jeux du mensonge et de la vérité, parce qu'en effet, très souvent chez Marivaux, et on le reverra ou on l'a déjà vu dans le groupement de textes sur les amours masqués, on va avoir très souvent des personnages qui vont changer d'identité sociale pour pouvoir observer la personne avec qui ils sont censés se marier. Par exemple, Dorante et Sylvia vont prendre la place d'Arlequin et de Lisette, leurs valets respectifs, pour pouvoir s'observer. Sauf que voilà, les deux ont la même idée et que finalement, ceux qui jouent les valets vont tomber amoureux l'un de l'autre en se disant que c'est pas possible parce que l'un est noble et l'autre ne l'est pas. Et donc, on a très souvent ce stratagème-là du déguisement et du changement de classe sociale. Alors non, ici, il n'est pas question de déguisement au sens propre du terme. Les personnages ne prennent pas une autre identité, mais par contre, ils mentent aux autres et ils se mentent à eux-mêmes sur leurs sentiments. Ce qui, bien entendu, participe de l'aspect comédie de la pièce, c'est les personnages grotesques. On en a 4, Maître Blasius, Maître Briden, Dame Pluche et le Baron, qui vont représenter des personnages goinfres, qui ne pensent qu'à manger tout le temps, des ivrognes. Dame Pluche apparaît comme une dévote complètement bornée, et le Baron, lui, apparaît comme un noble complètement stupide. Ce qui donne lieu à des scènes d'ivresse assez ridicules, notamment dans la scène 5 de l'acte 1 et dans la scène 4 de l'acte 2, ou à des scènes de dispute aussi là complètement grotesques et absurdes. C'est le cas dans l'acte 3, scène 2. Je vous laisse relire ces passages-là, à vous d'aller les explorer. On a très souvent, quand les personnages s'expriment, et c'est très souvent le cas dans les personnages de Maître Blasius et Maître Briden, l'utilisation d'un registre qui s'appelle l'héroïque comique et qui va donc créer une sorte de parodie. L'héroïque comique, c'est un registre littéraire qui traite un sujet bas sur un ton élevé. Et par exemple, Briden et Blasius déplorent sur un ton complètement grandiloquent leur éviction de la table du château. Donc ça, vous l'avez dans l'acte 2, scène 2, où on va avoir en effet tendance à utiliser des termes bien trop exagérés pour déplorer cette éviction de la table. Par exemple, on a Maître Briden qui nous dit « Oh, malheureux que je suis, un âne batté, un ivrogne sans pudeur me relègue au bas bout de la table. Oh, sainte Église catholique !» Et à la fin, il termine d'ailleurs sur une citation totalement
ridicule de Jules César. Et j'aime mieux, comme César, être le premier au village que le second en Rome. Donc, on voit ce ton grandiloquent pour finalement évoquer quelque chose d'assez banal, c'est-à-dire le fait qu'il n'occupera plus la même place à la table du baron. De la même façon, Dame Pluche a tendance à employer des espèces de mélanges improbables d'expressions religieuses, par exemple Marie-Jésus, Vierge et Martyr, et elle se donne toujours des airs très pincés, comme dit le baron à son propos, elle est pleine d'onction et de componction, cette chère Dame Pluche. On a aussi une dimension satirique qui va se dégager finalement de ces personnages-là, puisqu'à travers le baron, on va avoir une critique de la noblesse et de cette noblesse qui est en perte de vitesse en fait au XIXe siècle. On n'est plus dans la noblesse dorée du XVIIe. Une noblesse qui se croit encore très très importante, et notamment le baron il se prend pour un homme d'État parce qu'il aurait été nommé receveur par le roi, et il imagine totalement la disgrâce que constituerait le mariage de Perdiccas avec Rosette. Il serait totalement ridicule à la cour. Donc là on voit qu'on a vraiment une critique de la noblesse de l'époque. On a surtout une critique de la religion qui est incarnée par deux ivrognes sans aucune spiritualité, ou par cette Dame Pluche dévote qui radote des principes sans valeur. Je vous en ai mis un parmi tant d'autres, quand justement Camille a refusé le rendez-vous fixé par Perdiccas et que le baron s'en offusque, elle lui répond « Il est malséant de quitter la terre ferme seul avec un jeune homme. » Donc voilà, il serait vraiment... ça serait vraiment... comment dire je ne trouve plus mes mots. Ça serait vraiment outrageant que Camille ose aller sur une barque avec Perdiccas. Ce qui, en soi, n'a rien d'incongru et rien de choquant. Et bien entendu, c'est alors, à travers les personnages grotesques, on a déjà cette satire de la religion. Néanmoins, c'est à travers le discours de Perdiccas dans l'acte 2, scène 5, qu'on va avoir une satire beaucoup plus mordante du couvent, où il dénonce l'aspect manipulateur et mortifère des nonnes qui ont inculqué des récits hideux dans la tête de Camille, qui lui ont imposé sur le visage un masque de plâtre et donc qui l'ont figé et qui lui ont complètement en gros retourné le cerveau. Donc là, on a vu tous les aspects qui permettaient de rapprocher On ne badine pas avec l'amour d'une comédie. Là, on va plutôt essayer de voir ce qui le rapproche d'une tragédie. Donc tout à l'heure, on a vu ce que c'était la comédie dans l'Antiquité. La tragédie dans l'Antiquité, c'est le genre noble par excellence. D'accord ? Et ça met en scène forcément des personnages nobles, des empereurs, des personnages historiques ou des personnages mythologiques. D'accord ? Et c'est à chaque fois l'occasion d'actions quand même de grande ampleur. Alors ça se termine souvent très mal. La mort n'est pas forcément obligatoire à la fin d'une tragédie. L'essentiel est que ça se termine mal. Et surtout, dans une tragédie, selon Aristote qui a défini ce principe, il faut que se produise le phénomène de la catharsis. La catharsis, si on essaie de traduire ce mot grec, on pourrait utiliser l'expression purgation des passions. Et c'est-à-dire qu'à travers la terreur et la pitié que vont susciter les actions des personnages chez les spectateurs, ceux-ci vont se purger justement de ces émotions mauvaises et vont être incités à ne pas reproduire les actes néfastes qu'ont fait les héros sur scène. La tragédie, ça sera encore le genre noble théâtral par excellence au XVIIe siècle, même si Molière donnera ses lettres de noblesse à la comédie. Mais voilà, si vous vouliez être connu et reconnu, il fallait écrire de la tragédie. Alors, qu'est-ce qui, dans On ne badine pas avec l'amour, peut s'apparenter à une tragédie ? Alors, on a déjà cette idée d'un crescendo dans le tragique. On va distinguer quelques éléments tragiques. Le nœud fatal, ce qui va en fait cristalliser et déclencher l'engrenage des actions tragiques, c'est le moment où Perdiccas découvre la lettre que Camille a écrite à Louise. Et cette lettre, on en a parlé tout à l'heure, elle enclenche chez Perdiccas un désir de vengeance.
Et à partir de ce moment-là, l'orgueil des personnages, leur vanité, va entraîner une série d'actions qui vont toujours aller à l'encontre en fait des sentiments qu'ils éprouvent réellement. Et on remarque au niveau de la structure de la pièce qu'on a deux premiers actes qui sont finalement assez courts, puisqu'ils sont constitués de 5 scènes chacun, et que le dernier acte, lui, est plus long, puisqu'il comprend 8 scènes, et qu'on est, au fur et à mesure de cet acte-là, dans quelque chose de plus en plus conflictuel, et qui aboutira à la mort de Rosette. On constate aussi, je vous l'avais dit tout à l'heure quand on parlait des lieux, cette tendance d'une évolution des lieux extérieurs vers les lieux intérieurs. Donc la place du château, la fontaine dans un bois, qui évoque cette nature et cette nostalgie, comme on l'a dit tout à l'heure, pour aboutir à la chambre de Camille, puis à l'oratoire. Et donc on a un repli sur l'intériorité des personnages, on a des espaces clos où ils vont s'enfermer, où il va éclater à la fin et la vérité et la mort. D'autre part, on a quand même aussi une vision assez pessimiste qui se dégage de la scène, puisque, alors on a dit que la pièce s'apparentait au proverbe, mais le proverbe, normalement, dramatique, donne un ton léger et comique pour illustrer le proverbe. Ici, la leçon, finalement, est quand même très cruelle et plus sombre que ce qu'on attend habituellement d'un proverbe. La religion, on l'a dit un peu tout à l'heure, elle est assimilée vraiment à un mensonge pervers, donc on a vraiment une vision très très sombre de la religion, notamment, encore une fois, dans l'acte de scène 5 avec Perdiccas, qui décrit les nonnes vraiment de manière très 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 dégradante, très très sombre. Par exemple, il demande à Camille sais-tu ce que c'est que des nonnes malheureuses filles? Et ça, vous le reverrez, ça sera un texte que l'on fera pour le bac. Il lui dit aussi un peu avant, il y a 200 femmes dans ton monastère et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices comme devant les plaies de Jésus. Elles t'ont fait une place dans leur procession lugubre et tu te serres contre ces corps décharnés avec une crainte religieuse lorsque tu vois passer un homme. Donc on voit vraiment cette idée de la blessure, des femmes qui limitent, s'assimilent au Christ et portent les stigmates. Donc voilà. Et tout ça dans le but de manipuler cette pauvre vierge qui est Camille pour la détourner de l'amour humain. Néanmoins, l'amour lui-même n'apparaît pas comme quelque chose de positif dans la pièce puisqu'il s'assimile à un véritable jeu de pouvoir ou rend plus en compte l'amour propre que l'amour de l'autre. Et enfin, ce qui contribue à la vision pessimiste que véhicule la pièce, c'est la parole qui apparaît comme un outil de fausseté et de manipulation. Enfin, dernier point, on peut se demander si On ne badine pas avec l'amour de Musset s'apparente à un drame romantique. Je vous rappelle qu'en effet, le drame romantique, c'est ce nouveau genre théâtral qui apparaît au XIXe siècle, genre théâtral qui a été un peu théorisé dans un texte célèbre qui est la préface de Cromwell de Victor Hugo. Et donc le drame romantique va mettre en scène très souvent des personnages déchirés par leurs sentiments, éprouvant ce que Musset lui-même appelle le mal du siècle, qui ont cette nostalgie là, face à toutes les déceptions qu'ils peuvent ressentir. Et le drame romantique va venir briser les règles du classicisme, donc la règle d'unité de temps qui ne sera plus respectée, la règle d'unité de lieu, l'unité d'action sera conservée, ça pour garder une lisibilité en fait et une compréhension facile de la pièce par les spectateurs. Et en revanche aussi la règle de bienséance ne sera plus respectée, on va avoir beaucoup de morts sur scène, du sang qui va pouvoir revenir, des scènes de nourriture, puisque je vous rappelle aussi que la règle de bienséance ne concerne pas uniquement la violence et le sang sur scène, mais aussi tout ce qui relève, on va dire, de la sensualité et de la sexualité, mais aussi de tout ce qui relève de la nourriture, puisque l'acte de manger était considéré encore comme un acte
intime, d'accord, notamment au XVIIe siècle, et en plus on mangeait assez salement encore au XVIIe. Là, les scènes de repas vont pouvoir faire leur apparition sur scène avec le drame romantique. Et on va aussi avoir tendance à venir innover dans le langage théâtral. C'est-à-dire que pour les pièces qui seront écrites en vers, on va garder l'alexandrin, mais il va être totalement malmené, d'accord? On va briser son rythme. Et d'autres choses aussi, au niveau du vocabulaire employé, on va avoir des termes de la vie de tous les jours qui vont pouvoir être utilisés. Par exemple, dans la pièce, le premier drame romantique reconnu comme tel, si vous voulez, Hernani de Victor Hugo, on va avoir des mots comme balai, sorcière ou encore l'onomatopée ouf. Et à l'époque, alors nous ça vous paraît complètement dérisoire de s'offusquer pour ça aujourd'hui, on est bien d'accord, mais à l'époque ça avait fait scandale. Et d'ailleurs la petite image que vous voyez sur l'écran en ce moment vous représente cette célèbre bataille d'Hernani, c'est-à-dire en fait l'opposition entre les classiques et les romantiques à cette époque-là, puisqu'on avait encore des fervents défenseurs du théâtre classique, et la pièce d'Hernani va provoquer une véritable opposition, et les gens viendront même aux mains dans la salle. Il y aura même un mort lors d'une des représentations. Donc, voilà. Alors, est-ce que On ne badine pas avec l'amour est un drame romantique ou pas? Alors, il y a certaines choses qui montrent une distance avec le drame romantique. Déjà, Musset ne fait pas le choix du vers, et donc il ne fait pas le choix de la dislocation de l'alexandrin. On est sur du théâtre en prose. D'autre part, Musset fait le choix d'une forme courte, on n'a que 3 actes. Très souvent, dans les drames romantiques, on va être sur du 5 actes comme sur une tragédie. Autre point de différence, c'est l'absence de couleur locale chez Musset, puisqu'en effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de cadre spatial et temporel précis. Ce qui est totalement l'inverse, par exemple, dans les drames de Hugo, qui vont se situer dans l'Espagne à une époque bien donnée. Donc ça, nous, on l'a pas du tout ici. Et donc, on n'a pas d'arrière-plan historique. En revanche, on a d'autres éléments qui vont permettre de créer des similitudes avec le drame romantique. On a l'émancipation des règles classiques, on en a parlé tout à l'heure, je ne me répéterai pas. On a le dénouement tragique. Et on a aussi surtout des héros complexes qui sont déchirés entre leur envie d'idéal et qui sont paradoxalement capables des pires bassesses. Et on a enfin un mélange de registres, puisque dans la pièce de Musset, on a à la fois du lyrique, du tragique, du comique, du satirique. Donc là, ça c'est quelque chose en effet que l'on retrouvait dans le drame romantique, et c'était l'un des principes mis en avant dans la préface de Cromwell. Voilà, on arrive au bout donc de cette vidéo. Ce que je vous propose de faire afin de justement retenir l'essentiel de tout ce que je viens de vous dire, c'est de vous créer une carte mentale, d'accord, à travers justement ce petit... Vous pouvez le faire sous cette forme, là, je vous ai mis un exemple sur cette dernière diapositive. Donc vous pouvez vous en inspirer pour créer votre propre carte mentale à partir de cette vidéo et donc la ranger dans tout ce qui vous servira pour vos révisions. Et n'hésitez pas éventuellement aussi à vous créer des petites flashcards, donc des cartes questions-réponses, pour vous challenger un petit peu au quotidien quand vous serez dans cette période de révision, seul ou en groupe. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. À très bientôt!